à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Éric Woerth. Bonjour. Et bienvenue, ancien ministre, questeur de l'Assemblée nationale, député Renaissance. Monsieur Woerth, est-ce que vous pouvez nous rassurer ce matin? Sur quoi? Vous n'êtes pas schizophrène? Ah non, oh, je ne sais pas, c'est à vous de le dire. C'est la fin de la politique du quoi qu'il en coûte et voici la politique du chéquier. Sérieusement, est-ce qu'on peut tenir les deux discours ce matin? Oui, on peut tenir les deux discours. D'ailleurs, la fin du quoi qu'il en coûte, elle est actée. Dans la loi de finances que le gouvernement va présenter demain, il y a 10-12 milliards d'euros qui sont le fait de retirer des mesures de soutien à l'économie qu'il faut retirer. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une question de pouvoir d'achat sur l'essence. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de se déplacer. Enfin, c'est vrai, tout ça est vrai. Le chéquier est une dépense. Le chéquier est une dépense, absolument. Non, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Ah. Mais la mesure, elle existait. 100 € par voiture, par an, pour faire baisser une partie du plein, pour rendre la moyenne de la dépense plus faible, qui concerne les 5 premiers déciles, comme on dit, puisque les niveaux de revenus sont par dixième, donc ça concerne les personnes qui sont dans les 5 premiers déciles, et pas toutes les personnes dans ces premiers déciles. Ça concerne évidemment les gens qui travaillent. Monsieur de l'orthodoxie budgétaire que vous êtes et de la rigueur budgétaire, non, mais moi je préfère qu'on fasse moins de dépenses, et d'ailleurs le gouvernement va le faire, puisque dans sa loi de programmation des finances publiques, parce que ça aussi c'est un sujet important, et c'est un sujet d'ailleurs politique, puisqu'on doit la voter si on veut obtenir les subventions européennes du grand plan de relance européen. Ce texte n'avait pas été voté. La plupart des partis politiques, des groupes politiques s'étaient opposés à ce texte, qui était quand même un peu curieux. Et là, le gouvernement replace ce texte la semaine prochaine. J'espère bien que ce sera voté. Et dans ce cadre-là, il y a 12 milliards d'économies par an à faire sur les dépenses structurelles. Donc il faut aller les chercher. On a besoin de cela, parce que la souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté en ce moment. C'est aussi la souveraineté financière. Notre souveraineté est mise en jeu. Alors ce chèque supplémentaire, je vois bien que vous n'êtes pas fanatique, mais ce chèque supplémentaire, j'interroge le monsieur qui me disait il y a quelques mois, orthodoxie Oui, mais je continue. L'orthodoxie, je continue à dire qu'il faut évidemment réduire la dépense publique, mesurer l'efficacité de la dépense publique, remplacer une partie de la dépense de fonctionnement par de la dépense d'investissement. Ce travail-là, il est considérable et il est en cours. Enfin, il est inscrit, il est en cours. Éric Woerth, vous pouvez parfois avoir un regard distancié sur les décisions qui sont prises. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé en quelques jours? On est passé de la mesure de la vente à perte à la mesure de la vente à prix coûtant. Je vous laisse le choix de qualifier cela. Certains disent camoufler, énorme flop, amateurisme de la part du gouvernement. Ouais, enfin on a eu une rentrée, on peut de temps en temps essayer de regarder les choses autrement, de façon plus détendue. On n'est pas obligé de s'énerver tout le temps, à chaque minute surtout. C'est une tentative du gouvernement de prendre au mot les distributeurs. Les distributeurs avaient dit sur vos plateaux, mais vous le savez bien, sur vos plateaux, je vois bien les représentants des grandes surfaces. Ils disaient ah bah oui, mais on peut pas vendre moins cher parce qu'il y a la vente, on peut pas parce qu'on peut pas tomber, on peut pas vendre à perte. Alors, le gouvernement a dit banco, vas-y. Puis les distributeurs ont dit ah bah non, on n'y va pas. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on mais je crois fallait le tenter. Ça marchera pas. On verra ce que feront les distributeurs, s'ils vendent à prix coûtant ou pas. Parce que ce n'est pas sûr. Ah ben ils font ce qu'ils veulent quand même. Ah ben voilà, il n'y a pas une planification, il n'y a pas un contrôle des prix. Ils peuvent sortir de la réunion avec Elisabeth Borne en disant Madame le Premier ministre, non, d'autant plus Éric Woerth, et je voudrais avoir votre avis à ce sujet, que les petites stations de service, je pense à ces petits pompistes en zone rurale, dans les petites villes, mais ils vont, pardonnez-moi l'expression, crever la bouche ouverte. Oui, mais une grande partie, la majeure partie de la distribution d'essence est dans les stations de producteurs, de raffineurs. Total, par exemple, qui a limité, d'ailleurs c'est pour ça qu'une grande partie de l'essence encore est à des prix en dessous de 2 €, parce que Total fait le job quand même. Mais on voit bien qu'il y a une grande diversité de prix. Ça va de 1,90 à peu près jusqu'à quasiment 2,20, parfois même 2,30. Les petits distributeurs, les distributeurs dits indépendants, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas vendre à perte, vu qu'ils ne vendent que ça. Ils ne vendent que ça. C'est notre maillage territorial. Pour les autres, oui, d'accord. Mais pour les autres, ils sont beaucoup. Mais il y a aussi plein de petites surfaces dans le milieu rural qui ont une pompe à essence. Donc eux, ils peuvent peut-être faire un effort. D'ailleurs, ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils feraient des efforts. Bon, qu'ils fassent un effort, qu'ils réduisent et qu'ils ne prennent pas de marge. Alors c'est quelques centimes, la marge. C'est quelques centimes, mais c'est toujours quelques centimes de gagner. Et puis pour les petits, les indépendants, le gouvernement a indiqué qu'il les aiderait
dirais si c'était nécessaire. Non, mais je me rends compte d'une chose. Dans la série L'économie faite par les costumes gris, je n'ai rien contre les costumes gris, mais qui a trouvé cette idée? Qui a trouvé cette idée? Je ne suis pas dans le back-office du gouvernement. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais on voit bien qu'on cherche des idées qui n'impactent pas les finances publiques pour essayer de limiter la hausse. C'est pas pour faire baisser, pour limiter la hausse du carburant. Il y a plein de contradictions. Moi, j'entends bien ceux qui disent vous subventionnez ou vous aidez les carburants fossiles quand il faut développer. Mais tout le monde a raison là-dedans, sauf qu'il y a des Français qui vivent à court terme. Oui, vous vivez votre minute d'aujourd'hui, vous vivez pas dans 5 minutes. Donc, faut tout préparer. Il faut à la fois essayer d'amortir un choc insupportable. Et on a vu que socialement, parfois, la France était éruptive. Donc, il faut limiter ce choc. Il faut que ce choc, ça rentre dans le cadre budgétaire du pays, donc il ne faut pas que ça obère la capacité à réduire la dépense publique, et il ne faut pas non plus que ça obère la capacité à investir sur l'économie de demain, c'est-à-dire une économie moins carbonée. C'était l'objet de c'est la quadrature du cercle, là. Mais vous évoquez... ça s'appelle quadrature du cercle, aux croisées des chemins, comme vous voulez, parce que c'est assez rare d'avoir autant, d'être à un changement assez fondamental de vie. On va en parler. Chacun le voit, et d'ailleurs on accepte plus aujourd'hui qu'on ne l'acceptait auparavant. Quand les gilets jaunes deviennent gilets jaunes... Pour 1,50 € le litre, rappelons-nous. Pour 1,50 €, aujourd'hui on est à 2 €. Oui. Et Dieu merci, ce type de mouvement n'est pas déclenché pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement amortit beaucoup les choses. Soyons prudents. Bien sûr. Ouais. Mais je note qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour une bonne raison, à mon avis. La première, c'est que quand même le pouvoir d'achat je sais bien, il est agressé, ce pouvoir d'achat, mais il est quand même très soutenu par le gouvernement aujourd'hui, et probablement plus soutenu que dans tous les autres pays du monde. Le président a dit lors de son intervention sur TF1 et France 2 que que la dynamique des salaires a résorbé un peu l'inflation. Mais franchement, tous les Français, quand ils ont vu l'augmentation des œufs, des pâtes, ils se sont dit mais de quoi parle le chef de l'État? Mais parce que les salaires ont augmenté d'à peu près 5%. Alors en 2022, il y a une perte de pouvoir d'achat, c'est clair. En 2023, il y a un pouvoir d'achat qui est à peu près préservé. Et puis après, il y a des moyennes. C'est des moyennes. Distorsion avec la vie, entre les courbes dont vous parlez, qui sont certainement, au décime près justes, et bien sûr qu'elles sont justes. Non, c'est la vie réelle. Je vous parle de la vie aussi. Sacrée déconnexion. Mais je vous parle. Non, pas du. S'il y a bien des gens pas déconnectés, c'est bien les hommes et les femmes politiques. C'est les moins déconnectés, peut-être avec les journalistes, mais les moins déconnectés parce qu'on parle. Reconnaissez que vous êtes aux manettes, et qu'on est élu par des personnes et qu'on est intégré dans son propre territoire. Vous trouvez que les mesures là, les mesures de pouvoir d'achat, elles ont été gigantesques. Les mesures de pouvoir d'achat, c'est de l'ordre de 40 milliards. Ces 40 milliards, ils ne sont pas allés dans la mer comme ça, ils n'ont pas coulé. Ils sont bien allés quelque part. Et donc ils sont allés vers les Français, ils ont réduit et absorbé une partie de l'aide. Et puis par ailleurs, il y a eu évidemment l'augmentation des salaires. Quand je dis vous, c'est-à-dire l'État, il a profité de l'inflation. Pour certains, ici même, il y a quelques jours, Xavier Bertrand a parlé d'une cagnotte, d'un jackpot profiteur de crise. Non, mais j'aime beaucoup Xavier Bertrand, mais parfois il ne dit pas nécessairement des choses justes. Il a tort là-dessus. Mais il n'y a pas un excédent de TVA. Mais c'est vrai aussi pour sa propre région, qui est d'ailleurs la mienne. Oui, moi je rappelle que les régions ont une part de la fiscalité, entre 17 et 20% de la fiscalité carburant, et qu'elles peuvent fixer cette part. Elles peuvent l'abandonner si elles veulent. C'est curieux de demander toujours à l'État des efforts et jamais à soi. Donc en tout cas, et d'ailleurs cette affaire de fiscalité, il y a à peu près 55% de fiscalité sur l'essence. On dit il faut arrêter la fiscalité. Ça, c'est ce que dit le Rassemblement national et quelques autres, assez populistes. On n'a qu'à supprimer la TVA ou baisser la TVA, baisser la TICPE, enfin que sais-je. Baisser la fiscalité. Mais cette fiscalité, elle ne sert pas à elle sert payer, à quoi? On l'a entendu, le président de la République a dit en partie la transition énergétique. Mais elle ne sert pas à payer le Saint-Esprit, elle sert à payer les services publics. Mais très bien, sur le service public, très bien. Mais sur la partie qui permet de financer la transition énergétique. Et hier, le président a présenté son plan. Il y a quand même des arbitrages. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui un petit peu limiter, freiner certains de ces objectifs dans la transition énergétique? Fin du mois, fin du monde. Il n'y a pas d'arbitrage pour vous?
Mais l'arbitrage, il est constant entre la fin du mois et la fin du monde. Enfin, mais il faut aller vivre 5 minutes. Je vous donne un exemple. Il faut aller vivre 5 minutes dans un autre pays. Monsieur Woerth, la plupart des propriétaires, à cause de contraintes dans le plan écologique, ne peuvent pas louer leurs biens. De plus en plus. Et c'est autant de locataires qui ne peuvent pas louer ce bien à cause de contraintes. Est-ce qu'on ne peut pas lever un petit peu la chape de plomb sur ces personnes-là ? Le président, hier, a été dans le sens que vous indiquez, c'est-à-dire que ce n'est pas des mesures de contraintes environnementales, c'est des mesures dans lesquelles on accompagne un changement de société, avec des mesures précises, ça va des pompes à chaleur, en passant par le véhicule, par les batteries, etc. etc. Donc il n'y a plus ces contraintes. On ne va pas vous dire... vous voulez changer votre... Non, mais vous voulez changer votre chaudière à gaz, vous n'avez plus le droit. Ou vous vouliez vendre votre appartement qui est mal classé dans le domaine des émissions, vous ne pouvez plus le vendre. Sauf si vous faites des travaux. Bon, il a à juste titre... Le coût des travaux, si je dois vendre un bien mais que je dois faire des travaux de 100 000 euros... Oui, enfin, il y a la prime rénov'. Enfin, écoutez, en France, dès qu'on se retourne, il y a la possibilité d'être aidé. Donc, quasiment. Hein. Donc, vraiment, enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de pleurer surtout. Il faut regarder le monde qui bouge. Et le monde, il bouge autour de nous et pas uniquement autour de notre propre nombril. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut se consoler quand on se compare ? Non, il faut de l'effort. Il faut faire des efforts. Et l'idée de planification écologique, c'est pas un terme techno. C'est planifier, ça veut dire je regarde ce qui va se passer. Et j'essaie de fixer des objectifs par grand secteur. Mais est-ce qu'ils sont réalisables ? La voiture électrique, par exemple. Est-ce que vous êtes venu en voiture électrique ce matin, monsieur Woerth ? Non. Alors, il faut qu'on se convertisse tous, vous voyez ? Non plus. J'ai pédalé pour arriver. Bien. C'est bien. Autre texte étudié, Eric Woerth. C'est important parce que il y a beaucoup de crispation autour de ce sujet. Le projet de loi pour le plein emploi, il prévoit d'imposer un minimum, je crois, de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires du RSA. La gauche a crié au scandale. Vous dites que ça s'impose dans ce monde qui bouge, comme vous le décrivez ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a des efforts de part et d'autre. C'est pas la première fois qu'on parle de cela. Il y a un revenu de solidarité active, je rappelle active. Ce revenu de solidarité, il est assez logique qu'il y ait une contrepartie. On recherche cette contrepartie sans que ce soit évidemment un boulot quasiment payé au RSA inférieur au SMIC. Donc la question n'est pas de mettre les gens dans un travail, mais de mettre les gens dans une activité qui leur permette de se réintégrer le plus vite possible. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal la gauche, à se réintégrer le plus vite possible. La France insoumise en particulier. Mais la France insoumise, elle vit sur une autre planète. Elle ne vit pas dans la réalité. Elle vit dans la révolution. Puisque vous avez entamé ils n'ont pas changé. Il y a un discours là-dessus. Vous n'allez pas entonner la chanson. Mais nous, on essaie de faire des choses à la fois à court terme pour éviter qu'il y ait des grands malheurs qui se passent, pour éviter qu'il y ait des personnes vraiment qui resteraient au bord du chemin si on ne les aidait pas. Donc c'est la France et c'est, je pense, l'honneur de la France de ne pas laisser les gens au bord du chemin quand ils ne peuvent pas suivre au fond le rythme d'évolution de la société. Donc notre modèle social, il doit être travaillé autour de cela. Et le modèle social français, il réduit considérablement les inégalités de revenus. Et est-ce qu'il est avant et après transfert social. Mais en même temps, le monde, il va changer. C'est pas la France qui va l'empêcher de changer. Et tant mieux. S'il change pour que la planète soit plus propre, s'il change pour que la croissance ait un contenu plus adapté à l'évolution du monde, tant mieux. Et c'est ce qu'on fait, sans contrainte particulière, mais avec évidemment une forte incitation à ce que les choses deviennent culturelles. Il n'y a rien de mieux que de penser qu'on a raison. Quand quelqu'un changera son chauffage et mettra une pompe à chaleur, parce qu'on aura une industrie des pompes à chaleur qui sera plus... c'est peut-être pas parce qu'il y est obligé, c'est parce qu'il considère que c'est bien. Et au fond, c'est la meilleure façon d'engager des changements dans la société française, c'est de le faire avec et pas de le faire contre. Retrouver la France insoumise n'a pas été le meilleur moment de cette... Non, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas dû prendre de bonnes vacances. Vos amis de la droite et LR ont changé, parce que là, il y a une forte menace sur le fait qu'ils ne vont pas vous suivre sur des textes importants. Est-ce qu'ils ont changé également ? Écoutez, j'espère qu'il y a une évolution qui fait que selon le contenu des réformes, il y a au fond l'idée que c'est pas uniquement de la politique de posture, mais c'est aussi de la politique de conviction. Bon. Je ne sais pas, on verra. On verra. Je ne sais pas où sont les discussions de Gérald Darmanin. Il n'est pas choquant de se dire qu'à un moment donné,
Le texte doit être un texte de fermeté, moins de migration, plus d'OQTF, c'est-à-dire plus de personnes qui sont renvoyées dans leur propre pays quand ces propres pays les acceptent. Si c'était aussi simple, ce serait déjà été fait. Donc, en tout cas, plus de fermeté. Une grande fermeté sur l'immigration, mais aussi une grande capacité d'intégrer quand on accepte une immigration. Et quand il y a des personnes qui sont au travail, qui sont rentrées de façon légale en France, et si elles sont rentrées de façon illégale, ça ne marche pas, mais qui sont rentrées de façon légale en France, on peut se poser la question de savoir s'il faut les renvoyer pour les ramener à un moment donné, vu qu'il y a des Français qui ne veulent plus faire le boulot qu'ils font. Donc ces questions, elles doivent être posées avec beaucoup de réalisme et pas avec, encore une fois, des postures politiques qui ne conduisent nulle part. À bon entendeur. Je vous remercie, Éric Woerth. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. Très bonne journée à vous, bien sûr. À vous aussi.